ensemble avant l'enregistrement. Ah, ben voilà. Je t'en prie. Vas-y. L'enregistrement est live maintenant. Merci beaucoup. On est là pour vous présenter Fidencio et comment on devient la conciergerie qui va simplifier le quotidien de l'ensemble des Français. Pardon, ça ne fonctionne pas. On est parti d'un constat simple. C'est que le bien-être au travail, c'est une problématique majeure des politiques RH et que le mal-être au travail, ça coûte énormément d'argent aux entreprises, jusqu'à 12 600 € par an et par collaborateur. Sur ces 12 600, il y a une assiette de 9 000 € qui est incompressible, mais il y a 3 500 € qui peuvent être aménagés et optimisés avec une politique de travail, de bien-être au travail bien outillée. Ce sont des chiffres qu'on a pu challenger avec une association qui est Happy Capital, donc Apitech, pardon, avec qui on a travaillé justement pour apporter des solutions tech au groupe et pouvoir optimiser ces 3 500 € et ces 12 600 € du coût du mal-être au travail. Pour faire un petit mot sur Apitech, c'est une start-up qui a été, une association qui a été créée lors du salon Vivatech par plusieurs startups avec qui on a été cofondateurs de l'association. Et en fait, c'était une rencontre du fondateur de l'entreprise Commit avec Emmanuel Macron, qui lui a dit que on était pas mal de startups à œuvrer pour le bien-être au travail. Et c'est parti de M. Macron qui a dit créez cette association et faites de la France le pays du bien-être au travail. Donc voilà comment est née l'association. Et aujourd'hui, ça regroupe toutes les startups qui œuvrent pour le bien-être au travail avec une composante tech, obligatoirement. Un peu comme la FinTech, la Apitech et le mouvement des startups autour du bien-être au travail. Ouais. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur une entreprise de 500 collaborateurs, les 12 600 € de mal-être au travail, ça peut représenter, avec une économie de travailler justement sur ces 12 600 € et les 3 500, ça peut représenter une économie d'1 million d'euros par an pour l'entreprise. C'est donc dans ce but qu'on a créé Fidencio, donc la conciergerie digitale dans sa poche, et apporter aux collaborateurs un équilibre vie privée, vie professionnelle, avec une plateforme web qui regroupe plus de 25 services du quotidien, disponibles 24/7. Cette plateforme, elle va être personnalisée aux couleurs de l'entreprise pour valoriser la marque employeur et fidéliser du coup les talents et à intégrer des nouveaux talents dans l'entreprise. On va y avoir un concierge en ligne disponible 5 jours sur 7, qui va pouvoir répondre aux demandes des utilisateurs. Et du coup, voyons concrètement ces services divisés en 8 grandes catégories, disponibles à la fois au bureau et à domicile. On va retrouver le pressing, la livraison de colis, l'aide au déménagement, le loisir pour la location de voiture et tout un tas de services qui vont permettre de retrouver l'équilibre vie privée et vie professionnelle. Ces services, ils ont été sélectionnés en fonction des besoins des collaborateurs et ça part d'une stat simple, c'est qu'aujourd'hui, on va dépenser jusqu'à 5 à 10% de son temps de travail à régler ses problèmes personnels au bureau. Et ça, c'est une stat qu'on veut optimiser et aider les entreprises à faire en sorte que, plutôt que de blâmer leurs collaborateurs, essayer de les comprendre et de leur donner des solutions pour que ça leur prenne le moins de temps possible au profit de leur marque employeur. Tout à fait. Et justement, Joanne le disait, on essaye de gagner du temps, de passer moins de temps à régler ses problèmes personnels au bureau. C'est pour ça que tous nos services sont réservables en 3 clics sur la plateforme. Prenons l'exemple d'une livraison de bouquet de fleurs pour la fête des mères. En 3 clics, on va pouvoir choisir son bouquet, indiquer l'adresse de livraison et 4 heures plus tard, c'est livré partout en France. On vous le disait, ces services sont disponibles à la fois en entreprise, mais aussi à domicile. Et pour la livraison en entreprise, on va installer des corners conciergerie 100% autonomes qui vont permettre le dépôt et le retrait des commandes. C'est important de resituer pourquoi on fait comme ça. C'est parce que la conciergerie, le marché de la conciergerie, comment l'offre était dessinée avant que des acteurs comme nous arrivent sur le marché, c'était un concierge qu'on déployait dans les entreprises, donc une personne physique qui était là pour recueillir dans un local d'à peu près une trentaine de mètres carrés les demandes des collaborateurs en ce qui concerne le pressing, de la coiffure ou encore un massage.
et il était là toute la journée à attendre les demandes des collaborateurs. Ça réquisitionnait beaucoup d'espace dans l'entreprise, ça coûtait très cher à l'entreprise, donc seules les grosses entreprises pouvaient se le permettre. Et nous, on est venu un peu dépoussiérer ce marché-là en apportant un outil complètement digital à travers une application et des corners conciergerie, donc des quasi connectés qui permettent le dépôt et le retrait des commandes et du coup de se passer d'un concierge physique à temps plein sur site. Ces corners, tout à fait, Johan, ces corners sont disponibles du coup 24/7. Ils sont intelligents, avec des notifications en temps réel. Ils détectent automatiquement qu'il y a une présence de colis dans le locker et le collaborateur sera autonome pour venir récupérer sa commande. Il va aussi permettre l'échange entre collaborateurs. C'est très pratique dans cette période-là où justement tout le monde n'est pas au bureau actuellement. On va pouvoir remettre un pli à un collaborateur qui arrivera le lendemain pour le récupérer. Tout à fait, c'est un point aussi qui fait qu'aujourd'hui, on est dans les appels d'offres, on est plutôt bien référencé. C'est parce que, en fait, cette formule qu'on a voulu plus simple et plus économique pour les entreprises, elle a aussi un intérêt, c'est qu'elle est sans contact. Et aujourd'hui, on peut déposer et des commandes de conciergerie et échanger du matériel entre collaborateurs avec nos corners conciergerie. Aujourd'hui, on a 3 typologies de clients. On a les startups et les TPE, on a les PME et les grands groupes et les offres immobiliers. Les acteurs de l'immobilier qui sont aujourd'hui qui représentent à peu près 50% de nos deals en cours et signés ces 2 dernières années. Donc les acteurs de l'immobilier qui sont en fait des propriétaires ou des property managers de locaux commerciaux et qui ont besoin pour attirer des locataires, de fournir une expérience collaborateur, expérience locataire qui soit hors du commun, on va dire. Et c'est ça qui les différencie face à d'autres locaux. Donc, 50% de nos clients sont des acteurs de l'immobilier, 50% sont des PME et des grands groupes, donc comme Total ou LinkedIn, qui nous ont fait confiance pour simplifier le quotidien de leurs collaborateurs. Et maintenant, on s'ouvre au marché qu'on appelle start-up, mais en fait, ce sont toutes les entreprises de moins de 100 collaborateurs à qui on va pouvoir proposer une solution en full digital, sans corner conciergerie, pour pouvoir aller proposer de la conciergerie à tout type d'entreprise, parce que les politiques de bien-être au travail ne touchent plus que les grands groupes. Tout à fait. Aujourd'hui, du coup, on a un business model à 2 niveaux. On a un abonnement qu'on facture à l'entreprise. C'est un abonnement régulier sur 3 ans et facturé d'avance aux entreprises. On a l'abonnement moyen est de 12 500 € par an et couvre justement l'ensemble des collaborateurs et les animations qu'on va mettre en place. Les animations dont parle Kylian, ce sont des animations en fait qui sont là pour faire vivre. On est une conciergerie digitale, donc un outil digital, ça s'anime pour que les utilisateurs continuent à l'utiliser tout au long de l'année. Donc on va déployer un planning d'animation tout au long de l'année, en digital ou en physique dans l'entreprise, qui vont permettre de fédérer les collaborateurs autour de la conciergerie. Le deuxième partie, c'est du coup, je vous le disais, on a un modèle de revenu à 2 niveaux. On a un abonnement facturé aux entreprises, comme on le disait, avec de 12 500 € par an par collaborateur, 12 500 € par entreprise. Et on a une deuxième partie, c'est l'encaissement des consommations sur la plateforme. Donc, c'est à chaque fois qu'un collaborateur commande son pressing, une location de voiture, etc., il va payer sur la plateforme. Et nous, on va reverser la partie pour le prestataire directement. Du coup, je vous le disais, les utilisateurs commandent sur cette plateforme, ils sont engagés, ils passent du temps, ils commandent des services, différents services. On a un nombre avec un panier moyen de 19 €, on a 3 600 personnes inscrites sur la plateforme et on gère 300 commandes par mois. Pardonnez-moi. Aujourd'hui, on a un positionnement en phase avec le marché. Johan vous le disait, le marché du bien-être au travail est aujourd'hui en pleine croissance. Il représente 16 milliards d'euros en Europe, 47 milliards d'euros dans le monde. En plus de ça, on a une vraie dématérialisation des espaces de travail avec justement une prévision dans 5 ans que 80% des espaces seront dématérialisés, alors qu'aujourd'hui 20% des services en entreprise le sont. Et c'est un marché qui croît de 5% par an depuis 2015 et c'est le seul marché du bien-être global qui croît. Donc le bien-être au travail est le seul sous-marché du bien-être qui croît aujourd'hui.
Aujourd'hui, Fidencio se positionne comme le leader de la conciergerie digitale. Johan vous a raconté un peu les prémices de la conciergerie traditionnelle. Qu'est-ce que c'est? C'est la personne qui est postée en bas de son immeuble et qui recueille les commandes des utilisateurs. Ensuite, nous avons, si on doit revoir le pan de la conciergerie et comment se compose le marché, on a les acteurs monoservices. C'est l'entreprise qui a passé un partenariat avec le pressing, le panier de fruits et légumes local et des choses comme ça. Ça apporte une confusion auprès des collaborateurs et une communication brouillon. Et ensuite, nous avons les conciergeries digitales. Les conciergeries digitales offrent aujourd'hui trop peu de services et se contentent trop souvent de faire de la mise en relation, alors que nous venons travailler sur l'expérience utilisateur et que tous les services soient intégrés sur la plateforme. Aujourd'hui, on peut réserver n'importe quel service en 3 clics sur la plateforme. Tout à fait, c'est vraiment ça. Notre objectif, c'est de fournir un service qui est réservable sur la plateforme et moins cher que les prix publics affichés de nos partenaires. C'est aussi 2 facteurs qui font que la conciergerie est utilisée dans les entreprises. Tout à fait. Aujourd'hui, pour vous dépeindre le marché, il y a 4 des grands acteurs de la conciergerie digitale qui ont été rachetés. 4 des 7 grands acteurs de la conciergerie digitale qui ont été rachetés par des grands groupes. On va nommer par exemple Groombox par 5ASEC en 2015 ou plus récemment Merci Alfred qui a été racheté en 2018 par le groupe Elior. Aujourd'hui, bon, l'année est passée, il y a eu une pandémie globale, mais ça nous a ouvert des opportunités. Le Covid-19 nous a ouvert des opportunités avec nos clients et à valoriser la conciergerie. Aujourd'hui, on est la seule conciergerie qui offre nos services à la fois à domicile et en entreprise pour répondre aux besoins de tous les collaborateurs. Et du coup, ça a un avantage pour nos différentes typologies de clients. On va valoriser la marque employeur des grands groupes et des PME pour justement montrer que Total investit dans le bien-être de ses collaborateurs alors que le collaborateur n'est pas retourné au travail depuis mars. Mais aussi, les offres immobilières, justement, vont investir dans la conciergerie pour valoriser leurs actifs et pour attirer de nouveaux locataires et fidéliser leurs locataires actuels. Voilà, l'acteur de l'immobilier, ça va représenter encore plus pour nous de pourcentage, je vous disais 50-50 à peu près de la décomposition. Ça va être je pense qu'ils vont prendre encore plus de poids dans les mois à venir, les acteurs de l'immobilier dans nos ventes. Pourquoi? Parce qu'en fait, eux, le télétravail, c'est un concurrent pour eux et qu'ils se doivent aujourd'hui, et ils le disent, donc on a après plusieurs rendez-vous avec des acteurs comme la Française, Xim ou BNP Paribas Real Estate, si dans 10 ans, ils lui vendent uniquement des mètres carrés, ils sont morts. C'est des phrases qu'on a entendues de tous nos interlocuteurs. Et donc, du coup, ce qu'ils veulent faire absolument, c'est de proposer une expérience. Et ça sera leur seule manière de survivre et de continuer à être rentable et à dégager de la marge. Aujourd'hui, qui se cache derrière ce projet? On est une équipe de 7 personnes qui s'attelle à toujours plus simplifier le quotidien des collaborateurs. On s'est présenté, donc Johan Melab, qui s'occupe lui de la partie marketing and sales, c'est lui qui va venir signer les contrats avec les entreprises, c'est lui du coup qui peut bien parler des besoins des acteurs de l'immobilier. Moi, je m'occupe plus de la partie opération, donc à partir de la signature, je vais installer la conciergerie et les lockers pour que ce soit utilisé dans l'entreprise et renouveler les contrats. Aujourd'hui, je ne vous l'ai pas dit, mais on n'a jamais perdu un contrat en 5 ans. Et ensuite, on a un nouvel associé qui est arrivé en juin dernier, juin 2019, qui, lui, est sur la partie produit, c'est le CTO, et c'est lui qui s'attelle à proposer la meilleure expérience utilisateur aux collaborateurs. L'objectif, renforcer notre avance technologique et renforcer notre position de leader de la conciergerie digitale. On a chacun, bien sûr, une équipe, donc c'est les 3 grosses équipes, hein, l'équipe tech, l'équipe sales, marketing et l'équipe produit. Et ensuite, on est aussi, et c'est un point important sur le marketing and sales, on est aussi accompagné par beaucoup de partenaires. Aujourd'hui, on n'a pas de sales, on est en train de recruter notre premier sales. Et pourquoi on a pu grossir sans avoir de sales jusqu'à aujourd'hui? C'est parce qu'on a noué des partenariats avec des gros groupes, avec d'autres acteurs qui ont des business complémentaires aux nôtres, typiquement les prestations d'accueil en entreprise ou les vendeurs de services en entreprise, où nous sommes venus coupler notre offre à la leur. Et du coup, on a beaucoup d'apporteurs d'affaires
qui sont en fait des partenaires. Exactement. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en sommes? Où est-ce qu'on nous en sommes? En janvier 2020, on a ouvert notre premier site en France. On l'a ouvert à Fleury-les-Aubrais, à côté d'Orléans, chez Thales. C'est la preuve qu'on a réussi à scaler le business. Avant 2020, nous avions l'ensemble de nos emplacements qui étaient en région parisienne, en Île-de-France. Aujourd'hui, à l'avoir proposé et d'offrir la même qualité de service à Fleury-les-Aubrais qu'à Paris, ça a la preuve que nous avons réussi à faire, à scaler et à trouver les partenaires et offrir la même prestation à tout le monde. En septembre 2020, on est devenu la conciergerie du télétravail. Ça devait être prévu pour 2021. On a accéléré dans le développement à cause de la pandémie actuelle. Pour la suite, en janvier 2021, c'est la clôture de cette levée de fonds pour développer notre offre sur le résidentiel et les TPE. Je vous le disais, offrir aux startups et aux entreprises de moins de 100 collaborateurs la conciergerie, et c'est ça qui va nous permettre de percer le marché. Et ensuite, ouvrir un deuxième cran de marché avec les hôpitaux et un troisième avec l'internationalisation par la suite. Le résidentiel aussi, puisque du coup, j'en parlais aussi en 2021, les TPE, donc on ouvre aux startups, mais on ouvre aussi au résidentiel, qui est le marché immobilier, mais en fait, vous l'aurez compris, pour les utilisateurs finaux, donc l'immobilier de résidentiel. Aujourd'hui, nous recherchons 400 000 € pour justement soutenir la croissance et ouvrir de nouveaux marchés. On le répète encore une fois, renforcer l'avance technologique, se repositionner encore en leader de la conciergerie, ouvrir de nouveaux marchés, du coup, TPE, résidentiel, international et hôpitaux, et soutenir cette croissance justement avec les équipes support pour pouvoir toujours délivrer la même qualité de support, de prestation et toujours continuer de renouveler nos contrats qui sera la pérennisation du business. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes dans cette levée de fonds? On recherche 400 000 € pour augmenter nos fonds propres et doubler le CA en 2021 et dépasser en 2023 les 3 millions de CA avec 197 entreprises clientes. Aujourd'hui, on a sécurisé 230 000 €, 80 en equity, 150 en obligations convertibles. Il y en a 111 000 € d'intention pour un investissement à la fin de l'année 2020. Il nous reste juste du coup 59 000 € à conclure pour réussir cette levée de fonds. Alors, pardonnez-moi. Hop. Je vous remercie pour votre temps et je me tiens à votre disposition pour les questions du coup. Alors, est-ce que déjà, merci beaucoup, messieurs. Bravo, cet exercice n'est pas facile. Encore moins quand on ne voit pas ses interlocuteurs. Merci pour la qualité de vos slides et l'envie qui s'en dégage. Merci. On a pas mal de questions. Est-ce que Maël, tu veux faire du journaliste? Ou bien alors, s'il y a des questions orales, on y va. On n'est pas beaucoup. On va prendre la parole les uns les autres, avec plaisir. Absolument. Je pense on va privilégier les questions orales. S'il n'y en a pas, on pourra commencer avec les questions qui ont été posées pendant la présentation de Johan. Donc, globalement, quelle est la première question du coup il y a Jacques qui a une question. Ah, super. Allez-y. J'en ai peut-être pas moins. Je vais commencer par la première. Vous faites allusion au fait que 4 des 7 grands acteurs de la conciergerie ont été rachetés. Question, par qui et pourquoi en l'occurrence? Qu'est-ce qui a motivé ces rachats? Je suppose qu'effectivement c'était plus ou moins des partenaires, voire des clients, pour eux, je ne sais pas. Alors, il y a eu plusieurs types de rachats. Il y en a un qui se différencie, c'est celui de Groombox qui a été racheté par 5ASEC. Et eux, c'était vraiment pour la division pressing et faire en sorte que 5ASEC rentre dans les entreprises. Donc ça, c'est celui qui est un peu à part. Et après, c'est beaucoup de FMR, donc des facility managers, donc Samzik, Elior, qui sont des distributeurs de services en entreprise, qui sont un peu des mastodontes du service en entreprise et qui voulaient ajouter un pan à leur offre. En ajoutant la conciergerie parce qu'ils se sont rendus compte que le technique, c'était bien, mais le bien-être au travail, c'était aussi quelque chose qu'ils pouvaient vendre en plus.
Là, en l'occurrence, effectivement, donc techniquement, vous cherchez à vous renforcer, ce qui veut dire que d'une certaine façon, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Enfin, quels sont les substrats sur lesquels techniquement vous vous fondez aujourd'hui? Et si vous avez besoin de vous renforcer techniquement, pour quelles raisons? Parce que, ou plus exactement, quel manque avez-vous ressenti ou mis en évidence? Et d'une certaine manière, troisième volet de la question, est-ce que finalement, c'est pas aussi, ça n'a pas aussi pour objectif d'élever les barrières à l'entrée? Parce que, question, donc, est-ce que vos barrières à l'entrée sont faibles ou déjà élevées, en l'occurrence? Parce que quand on dit digitalisation, quand on dit tech, certes, mais au bout du bout, néanmoins, il y a des services qui sont tout à fait matériels, en l'occurrence. Je veux dire, j'ai mon costume ou ma cravate à faire nettoyer, j'ai une voiture dont il va falloir que je prenne livraison, etc. Donc voilà, ce sont un petit peu ces points-là, en fait, sur quoi digitalement vous vous fondez et quels sont vos avantages différenciants et qu'est-ce que vous devez renforcer par rapport à la concurrence. Du coup, je te laisse répondre sur le début, si tu veux, et je réponds sur les barrières. Vas-y. Alors, les barrières, du coup, pour qu'est-ce qu'on doit renforcer et où sont situées nos barrières? En gros, effectivement, les barrières à l'entrée, sur un produit comme le nôtre, on n'a pas de brevet. On n'est pas sur quelque chose de breveté, on est simplement sur des méthodes commerciales. Par contre, notre technique par rapport à ça, c'est quoi? C'est de verrouiller au maximum les entreprises dans un engagement. Donc, c'est en engageant les entreprises le plus longtemps possible qu'on va limiter les barrières à l'entrée, enfin qu'on va augmenter les barrières à l'entrée. Ensuite, l'identification des partenaires. Ce qu'on se rend compte, c'est que le pain point de notre marché, c'est vraiment d'aller chercher des partenaires qui sont intégrables à la plateforme. Donc, pas de mise en relation, mais vraiment pouvoir réserver sur la plateforme. Et c'est de créer des API, donc des liens entre des partenaires qui n'ont pas de technologie et nous qui en avons une, pour que tous les partenaires puissent se plugger à notre service. Et donc, l'objectif, c'est de créer un produit où tous les artisans de quartier vont pouvoir se plugger et c'est nous qui détiendrons la technologie pour le faire. D'accord. Là, vous parlez, quand vous dites artisans de quartier, vous pensez plutôt en fait aux fournisseurs, là, en l'occurrence. Tout à fait, exactement. Donc, les barrières technologiques se situent là. Aujourd'hui, c'est très difficile pour une conciergerie d'aller nouer des partenariats. Nous, le but, c'est de faire que ça aille très vite et de détenir la technologie pour le faire. Exactement. Le but, c'est de proposer au pressing de quartier de proposer ces services sur notre plateforme. Et aujourd'hui, on a développé les outils pour qu'ils puissent l'utiliser. Ils sont formés pour, et c'est d'autant de barrières qui font qu'il aura plus de mal à aller voir un autre concurrent parce qu'il connaîtra mieux notre technologie et il sera formé à ça. Ensuite, pardonnez-moi, mais je n'avais pas compris la première partie de la question. C'était pour financer quoi? C'est ça, un peu? Non, il y avait plusieurs choses. C'est-à-dire sur le plan technique, effectivement, qu'est-ce qui vous manque? Puisque finalement, vous avez évoqué le fait que vous alliez renforcer cet aspect technique, donc cet aspect digitalisation, je suppose. Et concrètement, à quoi faisiez-vous concrètement allusion? Ouais. Alors, au-delà de ça, c'est de l'humain. Donc, c'est de l'humain. Donc, en fait, il faut qu'on renforce notre équipe tech avec des développeurs d'expérience, que ce soit en front et en back-end, et qu'on accélère la croissance à travers des sales internalisés. Donc là, aujourd'hui, notre technique qui a été de se baser sur des partenaires pour miser sur, pour investir, pour se développer et pour croître. Aujourd'hui, on se rend compte que si on internalise aussi une partie sales, on arrivera à croître beaucoup plus vite. Et par la suite, sur la partie tech, quels sont les outils qu'il faut qu'on développe? Aujourd'hui, une grande force de Fidencio, c'est pouvoir s'intégrer à beaucoup de partenaires et de la vie commune de l'entreprise. Donc, on a des acteurs comme le RIE, etc., qui font vivre le bâtiment. Et justement, Fidencio créer des ponts et puis s'intégrer avec tous dans cet écosystème. C'est justement ça qu'on va développer en 2021 et par la suite, c'est vraiment être la conciergerie qui s'intègre le mieux dans les espaces de travail avec l'intranet, le RIE, etc. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'outils. Donc oui, effectivement, il y a les intégrations en bas où on va intégrer des partenaires pour distribuer le service sur la plateforme. Et ensuite, il y a des intégrations par le haut où en fait, on veut rester un pur player de la conciergerie, comme le disait Guilain, et s'intégrer aux outils déjà en place dans les entreprises. C'est là où on estime qu'on va pouvoir gagner des marchés encore plus facilement. Donc, typiquement, maintenant, dans les immeubles, vous avez des applis immeubles
qui vous permettent de voir le menu de votre cantine, d'accéder à la conciergerie, de réserver une salle de réunion, qui sont là pour centraliser tous ces services-là. Et nous, l'objectif, c'est de créer des ponts vers tous ces acteurs pour être la conciergerie simple à mettre en place dès qu'on veut déployer une expérience utilisateur globale dans un immeuble. Quand vous dites immeuble, c'est pas uniquement un immeuble professionnel, ça veut dire qu'effectivement, presque j'ai compris, la volonté de vous développer vers le résidentiel, par exemple, d'une part, éventuellement vers peut-être une autre conception ou une autre utilisation de l'immobilier. Je pense notamment à tout ce qui est co-living, vraisemblablement. On discute justement avec WeWork sur la partie coworking. On discute avec Sherry's sur la partie co-living. Et on discute avec Colonize aussi en ce moment actuellement. Donc, Colonize est un partenaire assez connu. Et je pense qu'en fait, il y a même des partenaires bancaires tels que, je pensais à Swiss Life, par exemple, qui effectivement investit pas mal sur le co-living, en l'occurrence. Okay. Et je crois qu'ils sont en train d'essayer de choper une boîte dont ils vont faire leur spécialiste en fait de la gestion co-living, me semble-t-il. D'accord. Ok. Voilà, comme ça en passant. Non, pas encore complètement fait, mais perdez pas ça de vue. Ouais, c'est clair. C'est noté. Et si Swiss, on va trouver un autre, hein, parce que c'est pas difficile. Bon, mais si eux, effectivement, sont là-dessus, ce qui veut dire qu'il y en a d'autres qui ont l'œil aussi sur le co-living, quand même. Et alors, en passant, messieurs, on a dans nos investisseurs le patron de Weresso, qui est un coworking lillois, donc il faut absolument que je vous mette en relation aussi. Okay. Vous avez compris, vos services, au-delà de se traduire par une prise de commission, hein, j'imagine bien quand vous les mettez à disposition, peuvent aussi faire revivre des lieux qui aujourd'hui peinent du fait de la situation sanitaire, quoi. Enfin, exactement. Alors, du coup, Jacques, Guida, oui. Est-ce qu'on ne reprendrait pas un peu aussi les questions écrites? Absolument. Oui. J'ai peur de générer de la frustration, sinon, désolé. Non, bien sûr, non, je ne voulais pas faire du Philippe historique, hein, pardon. Non, il n'y a pas de souci, mais c'est intéressant, hein, vraiment, merci pour vos retours, on les sent bienveillants et puis pertinents, voilà, il y a plein de synergies sur ces sujets. Donc, Naël, peut-être on peut y aller. Oui, donc je pense que le premier volet des questions va aborder plutôt la concurrence sur le marché. M. Souquier en a déjà fait référence. Aujourd'hui, en fait, quel est l'état de la concurrence sur le marché de la conciergerie digitale en France? Dans quelle situation se trouvent actuellement vos concurrents et en quoi est-ce que vous vous différenciez vos concurrents qui ont été rachetés donc par des facility managers comme vous l'avez mentionné, et en quoi est-ce que vous vous différenciez significativement de ces concurrents? Alors, ce sur quoi on mise, c'est l'expérience collaborateur. Voilà comment nous, on fonctionne. Donc, l'objectif, c'est d'avoir l'expérience la plus fluide possible, qu'il y ait besoin du moins de clics possible et du moins de temps possible pour réaliser une commande. Ça, c'est nos indicateurs principaux. Et ensuite, ça va être de travailler sur cette expérience pour faire en sorte que ce soit innovant. Donc, par exemple, grâce à nos casiers connectés, quand vous voulez laver votre véhicule, vous déposez simplement vos clés dans un casier connecté. Le prestataire est autonome pour récupérer vos clés, laver le véhicule et vous les remettre dans le casier. Tout ça, c'est une expérience qu'on travaille au jour le jour pour proposer l'expérience la plus innovante possible auprès des collaborateurs. Ensuite, ce qui nous différencie, c'est que beaucoup, donc on vous l'a dit, 4 des 7 acteurs se sont fait racheter. Et en fait, on s'aperçoit de quoi quand ils se font racheter un peu trop tôt, c'est que leur innovation ralentit, leur capacité d'innover ralentit. Et donc, nous, vraiment, l'objectif, c'est de rester parce qu'ils rentrent dans des grands groupes, des process beaucoup plus compliqués, beaucoup de politique. Et nous, l'objectif, c'est vraiment de renforcer cette avance technologique en allant proposer la meilleure expérience collaborateur. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et aujourd'hui, quand on est en concurrence, on est pas mal choisi, pas mal sélectionné. Oui, tout à fait. On a même récupéré des contrats à la dernière minute quand des concurrents nous avaient cités dans leur contrat et du coup, le client nous avait appelé, notamment c'était Harbert, nous a appelé et nous a dit tiens, je vous étiez cité dans le contrat de 4 épingles que vous pouvez me présenter. Du coup, on s'est installé chez eux et on va signer le 2e immeuble avec Harbert en janvier. Ensuite, si vous allez voir leur site, leurs produits, on essaye d'innover aussi sur la charte graphique, sur tout ce qui va être créer de l'émotion en fait avec la conciergerie. Donc nous, on vient de
fondre notre charte graphique pour créer de l'émotion, faire en sorte que cette conciergerie digitale apporte aussi un côté du coup émotionnel aux utilisateurs, chose que vous le verrez là où les autres conciergeries sont un peu plus froides. C'est un positionnement aussi qu'on adapte. Et sur le nombre de services aussi, on vient, du coup, on vous le disait, il y en a 25, mais tous les 6 mois, on fait circuler des formulaires à l'ensemble de nos utilisateurs pour savoir quels services ils souhaitent mettre en place sur la conciergerie. C'est comme ça qu'est né le service d'aide au déménagement, de réparation de vélo, par exemple. Et c'est comme ça qu'on justement va venir innover sur la plateforme et répondre aux besoins des collaborateurs. Alors que certains de nos concurrents, et même beaucoup, proposent pas autant de services et sont assez figés dans cette liste de services. Super, merci. Je vais enchaîner du coup avec une question qui concerne justement la partie produit, notamment la question de Monsieur Boucher. À qui avez-vous confié le soin de maintenir la plateforme informatique qui est finalement votre principal outil de mise de contact avec vos clients et vos fournisseurs? Alors pour l'instant, avant, c'était externalisé. Maintenant, c'est internalisé depuis 1 an et demi avec une équipe de 3 personnes. On a justement ouvert notre capital avec l'intégration de Benjamin, qui est notre CTO, et qui lui s'occupe de toute la partie produit et justement qui a fait une grosse évolution sur la plateforme, à la fois en back pour pouvoir subvenir à la demande et pouvoir supporter ça. Et tout ce qui est front aussi, avec l'expérience utilisateur, justement, on est accompagné de Morane, une collaboratrice de Fidencio, qui, elle, s'occupe de proposer le meilleur parcours et de faire des tests, justement, réguliers et analyser les parcours utilisateurs pour proposer, justement, un parcours fluide. Donc, c'est tout internalisé maintenant. Super. Et Guilain et Joanne, en termes de business model, de modèle économique, comment est-ce que vous vous rémunérez? Est-ce que vous prenez des commissions, sur les prestations que fournissent vos partenaires, et comment est-ce que ça se passe très simplement? Comme le disait Guilain, on a 2 modèles de revenus. L'abonnement avec les entreprises, qui a un engagement moyen de 3 ans et demi et 12 500 € de ticket moyen. Et ensuite, le revenu qu'on tire des prestations que l'on vend à travers la plateforme, donc le pressing, le lavage de véhicules, où on se rémunère plutôt en apporteur d'affaires avec nos différents partenaires. Okay. Et donc, sur le pressing, on va marger, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, on va marger à hauteur de 30% en moyenne. Là où sur d'autres produits, on va marger à hauteur de 5%. On se fait rétribuer à hauteur de 5% du chiffre d'affaires généré. En parlant de chiffre d'affaires, du coup, quelle est la répartition en fait de votre chiffre d'affaires par rapport, selon les services que vous proposez, et quelle est la part de récurrent dans ce chiffre d'affaires? 80-20, si je ne me trompe pas. On a 80% de récurrent, 20% de consommation de services. L'objectif, et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas dit aussi dans notre histoire, c'est que en fait, quand on s'est créé, on s'appelait Pressing Box en 2014 et on délivrait un service de pressing en entreprise uniquement à travers des casiers qui ressemblaient à des casiers de piscine. C'était pas très joli. Et en fait, le collaborateur déposait ses articles et les récupérait 2 jours plus tard avec un code qu'on lui communiquait. Et à cette époque-là, on était gratuit pour l'entreprise et on se rémunérait uniquement sur la prestation. Ce qui faisait qu'on avait des prix très chers, plus chers que l'artisan de quartier. Et on n'avait pas de moyens pour animer cette conciergerie et faire en sorte qu'elle soit adoptée par les collaborateurs. Et en 2017, on s'est retrouvé avec 1 mois de trésor face à nous et ce business model un peu bancal. Et avec Guilain, on a repris un peu les choses en main et on a décidé d'externaliser toute la partie partenaire. On avait un livreur qui faisait la livraison de pressing pour nous. On a tout externalisé chez les prestataires. On a renforcé notre avance technologique. On a du coup créé une plateforme qui se personnalise aux couleurs de l'entreprise, qui va jouer sur la valorisation de la marque employeur. Et tout ça mis bout à bout nous a permis d'avoir un modèle qu'on peut vous présenter aujourd'hui avec 80% de récurrents et 20% sur les prestations. On marche de moins en moins sur les prestations pour fournir la plus grosse décote possible aux collaborateurs pour avoir un taux d'utilisation hyper élevé et re-signer nos contrats. En imaginant que vous développiez vers le résidentiel, l'abonnement entreprise n'existera plus, là, en l'occurrence. Comment vous envisagez les choses et d'asseoir votre chiffre d'affaires? Ce sera uniquement de la prestation, là, en l'occurrence? C'est une super bonne question parce que c'est quelque chose qu'on est en train de travailler justement, que ce soit pour le coworking d'ailleurs ou pour le résidentiel.
parce qu'ils ne sont pas prêts à avoir des charges fixes à supporter, ces acteurs-là. En tout cas, pas dans les mêmes proportions que le marché de l'entreprise. Oui. Du coup, on réinvente. On réinvente et on est en train de créer des abonnements qu'on va facturer entre 5 et 10 euros par mois, plus comme un modèle SaaS à l'utilisateur. Donc, pour donner accès à sa conciergerie, le résidentiel, dans l'appartement dans le résidentiel aura un abonnement de 5 à 10 euros dans ses charges et pour donner accès à sa conciergerie et pour faire livrer ses colis, son pressing ou trouver son aide ménagère à des tarifs négociés. Je veux dire que, est-ce que vous... Pardon. Allez-y, monsieur Soukia. Non, allez-y, Maël, vas-y, allez-y. Je voulais rebondir du coup en prenant une question de monsieur Boucher, notamment sur les commissions. Sa question est la suivante. Des commissions aussi importantes ne vont-elles pas vous pousser vos partenaires à choisir d'autres conciergeries ou... Alors, déjà, il faut savoir que nous, on marge moins que les conciergeries traditionnelles. Donc, il y a un moment où c'était quasiment un étranglement des partenaires par les conciergeries traditionnelles. Nous, on est dans une démarche d'apporteur d'affaires et on vient leur proposer quel serait le prix idéal pour eux si on leur donne accès aux collaborateurs de telle entreprise. Donc, non, on n'a pas peur de perdre nos partenaires et en fait, on ne vend pas une décote à chaque entreprise, on ne vend pas une décote type, mais plutôt on vend le fait qu'un effort qui va être fait par les partenaires, mais on ne s'engage pas sur ce pourcentage. Tout à fait. Parce que l'objectif, c'est de faire vivre le tissu économique local et c'est ça aussi qui plaît aux entreprises. C'est justement ça, la valorisation du tissu économique local, de travailler avec des acteurs locaux est très valorisée dans les entreprises et aussi par les utilisateurs eux-mêmes qui ne souhaitent pas étrangler les collaborateurs. On n'est pas sur des sites comme le Groupon pour tirer les prix vers le bas, mais d'avoir le prix juste, justement, et voilà. D'être le garant de la qualité. Et d'être le garant de la qualité, tout à fait. Alors, une question un peu pernicieuse, mais sans malice. Création 2014, si je suis correct, on est en 2020, progression, somme toute, relativement lente. Cette progression relativement lente est due au fait que finalement, le projet, vous l'avez maturé et vous avez appris en marchant. Et effectivement, est-ce que c'est le fruit d'une réflexion et d'une expérimentation dont on aurait pu penser qu'elle aurait pu être plus rapide? Voilà. Qu'est-ce qui vous a peut-être manqué? Deux choses. Vas-y, je t'en prie. Deux choses. Oui, Johan le disait tout à l'heure, c'est ce que j'expliquais aussi avant la réunion. On est passé d'un modèle gratuit en entreprise à un modèle payant avec un abonnement. Et donc, on a appris, justement, on a pivoté. C'est justement à partir de 2017 qu'il y a eu une vraie accélération du chiffre d'affaires. Mais aussi, il y a eu toute une partie évangélisation du marché. Et cette évangélisation, on le voit, elle porte ses fruits maintenant. Les entreprises sont beaucoup plus enclines à parler du bien-être au travail et comprennent que si elles ne le font pas, il y a un retour sur non-investissement qui est très fort. En fait, voilà, il a dit, le bien-être au travail, il y a 5 ans, ce n'était pas le même marché qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a bien explosé et c'est pour ça qu'on trouve que c'est le bon moment pour accélérer la croissance. Et en même temps, nous, on a voulu toujours s'autofinancer jusqu'au moment de trouver un business rentable. Et ça. Alors, excusez-moi, je vais arrêter parce que sinon, je ne voudrais pas abuser. Mais puisque vous parlez de bien-être au travail, question aussi, est-ce que finalement, vous n'axez pas trop votre communication ou l'orientation de votre pitch sur cela et uniquement cela? Et d'une certaine manière, question connexe, est-ce que ça ne vous empêchera pas d'aller taper du co-living ou du résidentiel? Alors, effectivement, pourquoi on axe beaucoup sur qualité de vie au travail, bien-être au travail? C'est parce qu'aujourd'hui, c'est le marché le plus mature. C'est le marché qui est le plus enclin à consommer nos prestations. Et par contre, sur les marchés résidentiels, hôpitaux, ce sont des embryons, encore c'est à l'état embryonnaire, et notre objectif, c'est de se positionner le plus tôt possible pour être l'acteur de référence. Mais effectivement, on parle beaucoup de bien-être au travail parce que c'est le marché le plus mature. Et des entreprises comme, par exemple, Gessina, que vous devez sûrement connaître, un grand acteur de l'immobilier, à la fois du résidentiel et des acteurs de l'immobilier professionnel. On les accompagne justement sur la partie professionnelle, immeuble de bureau, mais ils sont en train de proposer sur leur résidentiel et on est rentré par la porte du bien-être au travail et on s'ouvre justement sur le résidentiel. Et voilà. Vous avez...
Pardon. Utilisez mon nom. Et une dernière petite question, puisqu'en fait, vous parlez de Jessina et des gens comme ça qui sont des gestionnaires long terme de l'immobilier. Mais je pensais en fait plutôt à des constructeurs, des Nexity par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas en fait un intérêt aussi à les approcher, parce que il faut peut-être que dans la promotion immobilière, les promoteurs puissent intégrer d'avoir à quelque part à loger des consignes en fait, ou des lockers, etc. Parce que dans un immeuble déjà construit, c'est pas évident à loger en fait. Tout à fait. Sur le résidentiel, c'est d'autres process, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on le voit comme une opportunité de développement, mais c'est pas aujourd'hui ce qui pourrait être très cru, ce qui va nous faire manger. C'est vraiment des tests qu'on veut mettre en place. Et aussi, ça soulève un autre point, c'est que le marché de l'immobilier, il nécessite énormément de connexions. Donc, vous le parliez de Nexity, ce genre de choses. Il faut aller mapper un contact pendant plusieurs mois, une entreprise, pardon, pendant plusieurs mois pour trouver le bon contact qui va être décisionnaire. Et c'est pour ça qu'on veut réintégrer une équipe de sales pour aller prendre le temps de rentrer et d'occuper le terrain chez ces acteurs de l'immobilier pour être là en amont des projets. Pour rebondir sur la question de M. Boucher, justement, par rapport à la partie résidentielle, est-ce que ce ne serait pas adapté un autre nom pour votre déploiement sur la partie résidentielle? Alors, je vois plusieurs questions aussi de M. Boucher, si tu veux, Maël. Il y a aussi Bien-être à la carte qui est un... Tout à fait. J'allais enchaîner dessus. Je te réponds aux deux. La partie résidentielle, non, pour l'instant, on est connu. On est connu en tant qu'acteur de la conciergerie, pas forcément acteur de la conciergerie en entreprise, mais on essaie vraiment de créer une marque. Et c'est pour ça qu'on a refondu notre charte graphique cette année. C'est parce qu'on voulait que notre marque évoque le lien avec les partenaires, créer de l'émotion autour du service et qu'il soit plus orienté uniquement entreprise. Donc, pour l'instant, changer de marque, non, ce n'est pas dans les plans. Enfin, changer de nom pour ces offres-là. Et pour la société Bien-être à la carte, pour répondre à la deuxième question, oui, c'est un concurrent frontal, mais eux, plus sur la partie conciergerie traditionnelle, donc avec un concierge physique. Même s'ils essaient de se digitaliser, on voit qu'ils ont du mal à suivre le rythme des conciergeries digitales pures. Ouais. Rien que sur l'espace sur la réquisition d'espace, ça va reprendre ce que disait M. Souquier, c'est que la conciergerie traditionnelle, ça réquisitionne entre 20 et 50 mètres carrés au sol, quand on connaît le prix du mètre carré. Et en plus de ça, les politiques des entreprises qui travaillent plus sur le flex office, réquisitionner 50 mètres carrés pour la conciergerie, ça ne leur va pas du tout. Alors que nous, avec la conciergerie digitale et les lockers, on représente moins d'1,5 mètre carré au sol. Et donc là, on est vraiment beaucoup plus enclin à accompagner les collaborateurs au bureau et chez eux. Exactement. Messieurs, j'aimerais, si ça ne vous dérange pas, qu'on aborde un peu vos partenaires stratégiques, donc les partenariats stratégiques que vous avez signés. Combien de partenariats stratégiques avez-vous conclus à l'heure actuelle et pourquoi, en fait, quelle est la particularité de ces partenaires stratégiques, notamment Rico? Qu'est-ce que vous gagnez dans un partenariat avec Rico et qu'est-ce qu'eux, ils vont gagner à s'associer avec Fidencio? Alors, Rico, c'est un sujet qui est le plus compliqué. Je vais juste prendre les autres avant, comme ça me permettra on a des partenariats, comme je le disais, sur les acteurs de l'accueil en entreprise, les hôtesses, etc. Donc ça va être du gagnant-gagnant. Hein. On s'appelle sur des affaires et on se met. Ça leur permet de valoriser leur offre que d'intégrer des partenaires complémentaires et donner plus de valeur à leurs hôtesses, puisqu'elles pourront piloter la conciergerie à travers un espace administrateur qu'on aura mis à leur disposition. Ça, c'est pour la partie accueil. Pour la partie Rico, c'est encore différent. C'est un partenariat qu'on a commencé à construire il y a maintenant 2 ans. Donc, c'est Rico qui nous a contactés, qui nous a dit, voilà, je vous ai vu sur une entreprise, je crois que c'était Total, dans le hall d'accueil de Total. J'ai vu que vos casiers n'étaient pas folichons. Et vous proposez, par contre, un super service digital de consommation de services pour les collaborateurs. Et donc, ils nous ont dit, pourquoi pas mettre nos forces en commun? Nous, on a des super casiers connectés. Vous avez une super application. Essayons de les faire parler et de packager une offre ensemble. Donc, Rico, en plus d'être un partenaire, c'est un revendeur de la solution. Rico, aujourd'hui, on a les 500 commerciaux, donc ça sera à partir de 2021. Aujourd'hui, on a les 4 commerciaux du Service Advantage qui commercialisent notre offre. Et en 2021, on a les 500 commerciaux qui vont être formés à la vente de notre offre et qui vont pouvoir vendre Fidencio à travers toute la France dans leurs comptes existants. Donc, Rico, c'est plus de 5000 entreprises en France
C'est une entreprise de copieurs, si vous ne la connaissez pas, qui fait essentiellement du copieur et qui se rend compte que la digitalisation des espaces de travail prend de plus en plus de place et que le copieur, c'est plus un métier d'avenir. Donc, du coup, elle investit dans des services à forte valeur ajoutée qu'elle peut déployer sur son parc d'entreprises actuelles. La légitimité de Ricoh sur les lockers, c'est eux, par exemple, qui installent l'ensemble des lockers Amazon dans toute la France. Et ils ont sourcé justement les lockers dont on vous présentait tout à l'heure, la Bring Me Box, qui permet le dépôt et le retrait des commandes. Et ils peuvent s'installer avec leurs techniciens partout en France. Et ils nous permettent de proposer la même qualité de service à Fleury-les-Aubrais pour Thales qu'à Paris pour Morgan Stanley quand on s'est installé. Et justement, ça, c'est le point très fort. Donc, il y a une partie justement distribution et installation. Et ensuite, sur la partie financière, Ricoh, quand ils vendent un contrat à Fidencio, nous paye la totalité du contrat d'un coup. Donc, c'est un énorme coup de pouce dans le BFR direct. Ce qui veut dire qu'ils les installent, les lockers, mais ils ne les fabriquent pas en l'occurrence. Exactement. Non, en fait, Ricoh, c'est un revendeur de solutions. Donc, Ricoh, le but, c'est de fournir à leurs clients des solutions innovantes pour digitaliser leurs espaces de travail sans rien produire. Oui. Parce que sur le marché des copieurs, bon, c'est plus tout à fait ça, quoi. Non. Là, le Service Advantage, c'est une business line qui est nouvelle chez Ricoh Europe et qui s'est créée dans tous les pays de l'Europe et qui a pour objectif de fournir d'autres services complètement dissociés du copieur. Messieurs, juste pour terminer sur cet aspect, combien de clients vous ont déjà permis de gagner ce partenaire stratégique de poids? Alors, par exemple, je vais vous parler de 2 contrats que nous a apporté Ricoh cette année, qui sont super importants pour nous. C'est Gecina, société cotée immobilière qui est le plus gros propriétaire d'immeubles de bureaux à Paris. Donc, pour nous, c'est un partenariat hyper intéressant. Et ils nous ont rapporté aussi la société JP Morgan, qui nous fait confiance maintenant sur tous leurs assets. Donc, on a déjà déployé sur 3 assets JP Morgan le service de conciergerie et qui nous font confiance pour déployer une expérience qui soit la même dans tous leurs actifs. Aujourd'hui, vous avez des contrats qui sont pour la plupart, est-ce qu'ils sont pour la plupart locaux et entendez-vous les étendre à une échelle nationale dans un futur proche? Bah oui, tout à fait. On discute par exemple, c'est comme les contrats cadres qu'on est en train de discuter avec Gecina pour proposer la même prestation de service sur leurs actifs parisiens que France et puis pourquoi pas international. On a la société Harbert qui nous a proposé le premier immeuble, on l'avait récupéré, je vous le disais tout à l'heure, à 4 épingles, le deuxième immeuble qui va arriver à la Défense et nous sommes en train de discuter sur des immeubles aux Pays-Bas, 12 exactement. Et on a, par exemple, la société Total. Donc, je vous ai parlé beaucoup de l'immobilier avec Gecina et Harbert, mais on a la société Total aussi, qui nous fait confiance depuis maintenant 5 ans et demi, 6 ans, sur l'ensemble de leurs sites parisiens. Et ils sont en train de construire une offre nationale, même internationale. On ne pouvait pas encore les suivre quand ils nous ont proposé. Et nous sommes en train de discuter sur le contrat cadre, justement, pour tout le national. Je suppose que le fait qu'il n'y ait pas de rupture de contrat et de rupture d'abonnement tient au fait que à la qualité du service, je suppose. Donc, ce qui veut dire que pour vous, il y a un point fondamental, c'est de vous assurer du maintien de cette qualité, surtout effectivement de ne pas avoir de retour négatif, si je puis dire. Est-ce que vous pensez pouvoir tenir ce contrôle si avec le développement par trop rapide, et qu'est-ce que vous entendez par faire en l'occurrence pour maintenir ce contrôle de la qualité de la prestation, en l'occurrence? C'est pour ça qu'on investit vous l'avez vu tout à l'heure, je peux revenir en arrière, mais il y a 3 gros pans de la levée de fonds qui va être investie. Il y a la partie produit, partie sales, et ensuite la partie soutien de cette croissance. Justement, on y pense énormément. Aujourd'hui, il faut un customer success pour 25 entreprises. On l'a vérifié, testé, pour proposer justement la même qualité de service à l'ensemble de nos partenaires, enfin de nos clients. Et c'est pour ça que justement, on investit dans cette dynamique-là. L'équipe support est hyper importante là-dessus et l'automatisation des services nous permet aussi de soutenir la croissance. Avant, on se permettait de sélectionner des partenaires qui n'avaient pas la capacité de s'automatiser avec nous à travers une API. Aujourd'hui, on ne sélectionne que des prestataires qui sont capables d'aller sur notre API.
Ça ne faut... ouais. Pardon. Messieurs, aujourd'hui, du coup, vous souhaitez lever 400 000 euros avec, voilà, avec un prix, un ticket minimum sur Happy Capital de 462 euros. Mais pour aborder la question de la sortie pour les investisseurs Happy Capital, quel est votre objectif en fait à moyen long terme? Est-ce de vous développer, de rester indépendant ou alors de céder l'entreprise dans un futur proche, comme l'a mentionné M. Boucher notamment? On a pour objectif de développer cette société pour 5 ans. C'est d'ailleurs engagé tous les trois dans notre pacte d'actionnaires. Par la suite, on souhaite vendre un acteur, mais le but, justement, c'est aussi pour ça qu'on fait une levée de fonds avec Happy Capital et à travers des business angels, c'est de rester innovant et indépendant et pas se lever avec un industriel qui pourrait nous ralentir sur le développement et l'innovation. C'est dont on s'est rendu compte avec Rico. Rico, c'est un génial accélérateur de business pour nous parce qu'il nous permet d'accéder à 500 commerciaux. Mais on a privilégié l'aspect partenariat commercial avec Rico plutôt qu'intéressement au capital parce que ça nous permet de garder notre vitesse de croisière et de ne pas se faire ralentir par ces process de gros groupes. Donc, c'est vraiment l'objectif, c'est de rester indépendant jusqu'à la taille critique et effectivement revendre par la suite. Ouais, super. Messieurs, des questions supplémentaires potentiellement de l'Assemblée? Je ne voudrais pas abuser. Il nous reste 5 minutes, Jacques. Allez-y. Merci, Antoine. Si elle est courte et pas à tiroir, on la prend avec plaisir. Non, mais pour l'instant, c'est bon. Bon, non, mais alors, merci beaucoup pour voilà, déjà toutes les questions. Ensuite, votre temps, messieurs. Donc, c'est sur Happy Capital encore pendant 2 mois. Voilà, 2 mois. On est super fiers de les accompagner. On pense que c'est une idée dans le vent, utile et à impact. C'est 2,3 millions la pré-monnaie, c'est 477 le ticket mini. Que vous dire d'autre? C'est bien engagé hein, par rapport aux promesses que vous avez déjà récoltées, qu'on a concouru à récolter à vos côtés. Enfin, ce qu'on aime bien aussi à travailler avec vous, messieurs, c'est que voilà, vous pagayez de votre côté, nous avec, donc c'est une campagne qui marche. Et c'est souvent une des conditions d'ailleurs d'avoir une pagaie commune ou en résonance, ce qu'on arrive sur ce projet. Donc ce sont des bons signes, de bons augures pour le futur. Voilà, donc merci à tous d'avoir assisté à cette réunion. Je vous laisse le mot de conclusion, Johan et Guilain. Avant de finir, excusez-moi de vous couper. Est-ce que Johan et Guilain pourraient nous faire un petit point sur la levée actuelle et potentiellement voilà, des leads qu'ils auraient actuellement? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, on a 80 000 euros qui sont sécurisés via Happy Capital. On a 150 000 euros d'obligations convertibles qui sont sécurisées avec un des business angels qui a investi aussi dans Happy Capital. Et on a 111 000 euros supplémentaires d'intention d'investissement avant la fin de l'année 2020. Par la suite, du coup, on cherche pour clôturer cette levée de fonds de 400 000 euros, 59 000 euros exactement. Voilà. OK. Je remarque que nos coordonnées sont un peu cachées à cause de la vidéo. Je vous propose de les retaper ici, dans le chat. Ouais. Et n'hésitez surtout pas à m'appeler. Je me tiendrai à votre disposition pour pouvoir échanger. Notamment, M. Souquet, apparemment, vous aviez 2-3 questions supplémentaires. Ce sera l'occasion d'échanger.